Oni kwanza chacha tubakini. Au table ronde chacha baganyeo. Oni kwanza chacha tozulie. Congolais, chers compatriotes. La date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui encore, 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation, façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse, car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressentis à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Quand ça ne marche pas dans le pays, que les responsables portent le sac et la cendre. C'est ainsi que parfois les Congolais ont raison quand ils disent voilà, oh, notre gouvernement c'est un gouvernement des jouisseurs. Oui, quand le peuple souffre, il y a la guerre, il y a moyen, même si vous avez des mariages, de les vivre d'une certaine manière. Il ne faut pas vous montrer comme ça. C'est comme si vous vous montrez de ceux qui souffrent. Congolaises et Congolais, il y a 63 ans, le 30 juin 1960, les pères de l'indépendance, parmi lesquels l'emblématique Patrice Emery Lumumba, nous obtenait au prix de multiples sacrifices, y compris du sang et de la mort, l'indépendance avec l'espoir de construire au centre du continent africain un beau pays dans lequel vivraient heureux des millions de Congolais. Aujourd'hui,
le constat est amer. La majorité des Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Ils ne mangent pas bien, ils étudient moins bien, ils sont mal transportés, ils sont mal soignés, ils sont mal logés, ils n'ont pas suffisamment d'eau et d'électricité, ils vivent dans l'insécurité, particulièrement dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pire encore, ils sont moins respectés en Afrique et dans le monde. C'est dire que le rêve de nos aïeux, ancêtres, grands-parents et parents se sont volatilisés. Si ces derniers, du fond de leur tombe, pouvaient nous interroger, ils diraient « Peuple congolais, nous nous sommes sacrifiés pour vous libérer du joug de la colonisation afin de vous permettre de construire un Congo meilleur. Pourquoi le détruisez-vous » La meilleure façon de répondre à cette grave interrogation n'est pas de commencer à nous justifier, car nous avons échoué à bâtir un beau pays. Nous devons reconnaître notre responsabilité partagée et prendre plutôt l'engagement de repenser notre philosophie de vie, notre façon de travailler, notre façon de gérer. Oui, le pays a été mal géré depuis l'indépendance. Oui, le pays est encore mal géré. Et si cette mauvaise gouvernance continue, il ne faut jamais s'attendre à un développement quelconque de ce pays. Congolaises et Congolais, rappelons-nous de l'essence de notre hymne national chanté en chœur le 30 juin 1960. Cet hymne nous exhorte à l'engagement, à la décision, à l'action, au dépassement de nous-mêmes et au travail ardu. Il nous dit, ô peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Cet hymne nous exhorte encore à assurer la grandeur de la RDC. Oui, la grandeur. La grandeur ne s'obtient pas uniquement par les rêves, par les souhaits, par les promesses et la prière. Elle ne s'obtient pas non plus par la facilité, la médiocrité, l'injustice, la corruption, le mensonge, la fraude et la ruse. Nous devons donc nous défaire de ces antivaleurs qui nous tirent vers le bas pour nous classer parmi les pays les plus pauvres du monde en dépit de notre immense potentialité. Nous devons nous armer des valeurs devant nous remettre sur le chemin de la prospérité. Il nous faut donc un sursaut d'honneur. Et décembre 2023 nous donne l'occasion unique et exceptionnelle pour pouvoir nous décider dans le but non seulement d'honorer nos aïeux et ancêtres, grands-parents et parents, mais aussi de prendre les rendez-vous avec l'histoire et donner un sens à notre propre vie, notre propre existence sur la terre et léguer ainsi à des générations futures un Congo qu'elles méritent et dont elles seront fières d'y vivre et de présenter au reste du monde. Congolaises et Congolais, la prospérité de la RDC ne dépend que de nous et non du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. La paix et la sécurité de ce pays sont entre nos mains et non dans les mains des missions des Nations Unies, de l'EAC et de la SADC. Nous avons l'obligation morale et patriotique, voire historique, de donner à notre pays une nouvelle chance de partir sur de nouvelles bases en élisant des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut en décembre 2023. Choisissons un président de la République qui a le leadership capable d'opérer un changement radical dans la gouvernance du pays et démobiliser l'âme, l'esprit et l'énergie du peuple congolais. Choisissons
des députés nationaux, des vrais représentants du peuple, ayant l'éthique et la morale nécessaires et capables d'aider le gouvernement à effectuer des réformes vigoureuses, douloureuses, mais indispensables et incontournables pour l'émergence de notre pays. Choisissons des députés provinciaux responsables et capables d'offrir à nos provinces des assemblées provinciales consciencieuses et des gouvernements compétents devant assurer le développement harmonieux à la base et d'élire des sénateurs devant jouer le rôle des sages à la chambre haute. La CENI se doit de ne pas rater son rendez-vous avec l'histoire comme en 2018. Elle se doit de garantir un processus électoral inclusif, transparent et équitable et ne proclamer que ceux qui seront réellement élus par le peuple. La dizaine des responsables de la CENI doit peser le lourd poids patriotique du vote de 40 millions d'habitants pour l'honneur et le bonheur de près de 100 millions d'habitants. La Cour constitutionnelle se doit de se rappeler qu'elle n'a le droit de ne confirmer l'élection que de ceux qui ont été effectivement élus. Cette responsabilité patriotique est d'autant importante qu'elle requiert de 9 juges une conscience d'exception. Le pouvoir politique se doit d'arrêter d'instrumentaliser la justice, le Parlement et le gouvernement pour exclure d'autres candidats de l'élection présidentielle. Tout le monde le sait, un projet de loi a été introduit à l'Assemblée nationale dans le but d'exclure de la course électorale un candidat président. En ce qui me concerne, la justice et le Sénat sont instrumentalisés à outrance depuis plus de 2 ans pour m'exclure de l'élection présidentielle. Ne l'oublions pas, l'injustice et l'exclusion ne conduisent jamais au progrès et à la grandeur des nations. Autant la justice élève les nations, autant l'injustice détruit les nations. Que Dieu bénisse la RDC. Chers compatriotes, en ce 30 juin 2023, jour des commémorations de notre indépendance, obtenue grâce aux sacrifices immenses de nos parents et grands-parents, tout en vous adressant mes chaleureuses salutations patriotiques, je voudrais aussi exprimer ma gratitude au Seigneur pour le souffle de vie dont chaque Congolaise et chaque Congolais est bénéficiaire. J'ai une pensée particulière pour les compatriotes qui ont perdu la vie du fait des violences qui sévissent actuellement dans plusieurs parties du pays, et pour ceux et celles qui garderont longtemps les stigmates de ces barbaries. Ces dernières sont essentiellement les conséquences de l'agression rwandaise contre notre pays depuis 1996 et du hold-up électoral intervenu après les élections de 2018. Chers compatriotes, notre pays est au bord du gouffre total. Sa colonne vertébrale sécuritaire est brisée. Ses institutions politiques fragilisées et affaiblies. Sa situation économique et sociale est désastreuse. Et un système politique déconstitutionnalisé a été mis en place et a pris les pas sur le choix démocratique opéré par notre peuple lors du référendum constitutionnel du 18 et 19 décembre 2005. Le 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait dit, je cite, « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Fin des citations. 63 ans après, l'espoir qu'avait suscité l'indépendance s'est évanoui. Et plus près de nous, 33 ans après l'ouverture démocratique,
annoncé le 24 avril 1990 par le maréchal Mobutu, ainsi que la conférence nationale souveraine qui s'en est suivie, s'est volatilisée. Premièrement, avec l'entrée dans notre pays, en 1997, de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Et deuxièmement, avec les différentes crises de légitimité que nous connaissons depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Après près de 5 ans d'un pouvoir usurpé, les bilans de M. Félix Tshisekedi se résument en ceci. Sur le plan sécuritaire, la situation s'est empirée. Au sud Kivu, en Ituri et au nord Kivu, avec la prise de plusieurs localités par le M23 et où plusieurs autres groupes armés sévissent, notamment les ADF. Un état de siège robotique et inutile a été instauré dans le nord Kivu et en Ituri, sans résultat palpable. Les tueries de nos populations se poursuivent allègrement dans ces provinces où plus de 7 millions de nos compatriotes sont devenus des déplacés internes dans leur propre pays. Une partie du Nord Kivu échappe totalement au contrôle de l'autorité de l'État, car occupée par les éléments du M23 et les troupes militaires de quelques pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Sous prétexte de combattre le M23, M. Félix Tshisekedi, sans consulter le peuple, les a invités. Les récents propos du président kényan, William Ruto, qui font écho à ceux du président burundais, Évariste Ndayishimiye, s'apparentent à une mise sous tutelle de facto. Cela doit nous interpeller et nous montrer à quel point M. Félix Tshisekedi est en train d'accélérer la balkanisation de notre pays. On comprend alors mieux ses propos quand il disait aux Congolais, je cite, « Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre », alors que c'est la communauté des États d'Afrique de l'Est qui deviendra notre pays. Fin de citation. La violence et l'insécurité se sont généralisées sur l'ensemble du territoire national et ont gagné l'ouest du pays, notamment dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwango, Kwilu et la partie est de la ville de Kinshasa, Maluku, avec le massacre des Congolais que personne n'arrive à expliquer. On voit l'apparition d'un mouvement mystico-armé appelé Mobondo, qui sème la terreur et tue sans pitié. Le phénomène s'étend maintenant dans les Congos central. La question sur la main noire agissante, soulevée par plusieurs organisations de la société civile, n'a jamais été élucidée. La création de milices privées, notamment à Kinshasa et à Lubumbashi, qui terrorisent la population, la police nationale, se montre incapable d'anéantir ces jeunes miliciens payés et entretenus par l'UDPS et certaines personnalités proches du pouvoir en place. Sur le plan du respect des droits humains et des libertés fondamentales, les droits sont systématiquement violés. Les manifestations des résistants, de l'opposition, des mouvements citoyens et même des syndicalistes sont réprimés dans le sang. Depuis 2019, plusieurs personnes ont été tuées à Beni, Goma et Kinshasa à cause de l'intolérance du régime en place, sans compter les arrestations des jeunes et des journalistes et les passages à tabac des mineurs. Sur le plan économique et social, la situation est devenue intenable. Le franc congolais a perdu 47% de sa valeur,
depuis que M. Tshisekedi a usurpé le pouvoir du peuple. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont augmenté de plus de 50%, faisant perdre à la population son pouvoir d'achat. Aucun nouvel investisseur sérieux depuis près de 5 ans, à cause du climat des affaires exécrable. L'exode rural s'est sensiblement accru. Les jeunes désertent les villages et les capitales des provinces pour s'installer dans les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi et Kikwit. Sur le plan de la gouvernance, la corruption bat son plein et les détournements des deniers publics sont érigés en système de gouvernance. Les cas les plus emblématiques sont liés aux 15 millions de dollars de pétroliers et aux 57 millions de dollars libérés pour les maisons préfabriquées. L'escroquerie à ciel ouvert de plus de 300 millions de dollars de la taxe RAM non élucidée à ce jour, mais que les consommateurs de la téléphonie mobile continuent de payer sous une autre forme. Kolwezi, dans la province de Lualaba, abrite tous les mafieux, y compris ceux de la famille des usurpateurs, pour se remplir les poches. La gratuité de l'enseignement est un échec patent. La Banque mondiale, qui appuie le secteur éducatif de la RDC, vient de tirer la sonnette d'alarme sur le risque pour la RDC de perdre 5 milliards de dollars sur un total de 9 milliards mis à sa disposition au cas où les projets initiés ne seraient pas achevés. Aucune réalisation palpable pour le programme annoncé avec fracas. Programme de 100 jours, 560 millions de dollars. Programme Chile-Gelo, 130 millions de dollars. Programme de développement local dédié aux 145 territoires. 1,660 milliard de dollars, sans compter plus de 200 voyages inutiles effectués par M. Félix Tshisekedi à l'étranger aux frais du contribuable congolais. Le gouvernement des frappeurs s'est précipité de lancer les appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, sans consentement des communautés locales, pour brader le patrimoine national dans le seul but d'enrichissement personnel. Aucune analyse d'impact environnementaux sérieuse n'a été menée, ni une analyse de coût d'opportunité pour négocier avec les partenaires internationaux en position de force. Les infrastructures routières, aéroportières, ferroviaires et maritimes sont totalement délabrées. Les routes de dessert agricoles sont quasi inexistantes. Aucune infrastructure de grande envergure n'a été érigée durant les quinquennats. Rien que des promesses. Sur le plan politique, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi s'est distingué par les violations graves de la Constitution et des lois de la République, et même par la tentative de création d'un parti unique, l'Union sacrée de la nation. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont révélés des chambres d'enregistrement du pouvoir de M. Tshisekedi. Un parlement godillot dont les équilibres ont été bousculés au cours de la législature, en violation totale des règlements intérieurs des 2 chambres. Cerise sur les gâteaux, il a acheté les députés avec des émoluments mensuels faramineux de 21 000 dollars. La cohésion et la concorde nationale ont été brisées par un tribalisme primaire jamais connu auparavant
dans l'histoire de notre pays. L'usurpateur du pouvoir du peuple cherche à opposer les Congolais entre eux et à les diviser. Sur le plan diplomatique, notre pays est isolé. Malgré les évidences apportées par les experts de l'ONU, à maintes reprises, sur la présence des militaires rwandais en RDC et le soutien du M23 par le président rwandais, aucun pays africain n'a condamné le Rwanda et aucun pays du monde n'a sanctionné le Rwanda. Le gouvernement est incapable de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, de fermer nos frontières avec ces pays et de faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution reconnaissant et condamnant l'agression rwandaise. En définitive, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est totalement absent lorsqu'il s'agit de répondre aux aspirations et attentes des Congolais. Le peuple congolais mérite mieux. En réalité, M. Tshisekedi a fait de notre pays un non-État. Il l'a appauvri et le fait piller par tout celui qui veut. Il a livré le pays au Rwanda et à l'EAC. Il a eu 4 ans pour organiser les Jeux de la francophonie. Mais on constate qu'à 4 semaines du début des Jeux, les infrastructures ne sont pas prêtes, ce qui traduit son incompétence. Mes chers compatriotes, c'est dans cet environnement, avec un bilan aussi catastrophique, que M. Félix Tshisekedi, sans scrupule, veut tenter de voler un deuxième mandat grâce à un dispositif de fraude qu'il a mis en place. Car toutes les structures qui interviennent dans le circuit des opérations électorales sont tribalisées et dirigées par ses affidés. Non, nous avons le devoir de les stopper et d'arrêter l'hémorragie. Pour ce faire, chers compatriotes, je vous exhorte à exiger comme la MOUCA les élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées qui devront être organisées sur base d'un fichier électoral fiable, audité par un organisme indépendant, réputé, en présence de nos délégués. Il est nullement question qu'il soit tenu en République démocratique du Congo des élections gagnées d'avance par qui que ce soit, et surtout pas par M. Félix Tshisekedi et son union sacrée. Par conséquent, je vous demande d'être prêts à répondre au devoir de l'article 64 de la Constitution pour barrer la route à toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Le moment venu, je rappellerai le mot d'ordre constitutionnel. Bonne fête du 30 juin et que Dieu sauve les Congo. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa.